Avec Daniel Riolo, avec Thibaut Leplat, Herman Ebanguet, secrétaire général d'SOS Racisme, président de Sportitude, nous fait le plaisir d'être avec nous, invité ce soir dans l'After. Merci d'être avec nous. Voilà. Remis après ces émotions beurriennes, taxistes, dirons-nous. Alors c'est avec nous, Herman, ce soir, je le disais, c'est parce que ces derniers jours ont été marqués par les attaques racistes dont Mike Maignan a été la cible en Italie durant le match entre l'Udinese et l'AC Milan. Alors info d'ailleurs de la Gazzetta dello Sport aujourd'hui, 4 personnes, 3 hommes et une femme ont été interpellés aujourd'hui par la police italienne. Il y avait déjà une personne qui avait été banni à vie par l'Udinese hier. Ces 4 personnes vont aussi être bannies à vie par l'Udinese. L'Udinese qui a écopé d'un match à huis clos de sanctions de la part des autorités foot italiennes. Alors Herman, c'est un débat qu'on a souvent eu malheureusement dans l'after ces derniers mois, ces dernières années. Mais quel genre de posture, finalement, de décision il faut prendre face à ça ? Mais c'est pas une décision, une seule décision, enfin une décision unique. Je crois que c'est tout un process, c'est tout un processus qu'il faut mettre en évidence. Bon, d'abord, il faut pas oublier, il faut le rappeler, le racisme est un délit. Déjà, je pense que les choses doivent être claires. Ça, on savait, Herman, jusque-là, on est d'accord. Ça va être sanctionné. Après, maintenant, je crois que la question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'on revive des scènes de racisme, ce qu'on a vécu avec Mike Maignan, mais bien avant aussi. Mets-toi bien devant le micro, s'il te plaît, Herman. Même d'autres actes qu'on rencontre dans des matchs de football. Bon, on en parle beaucoup quand c'est des footballs professionnels, mais c'est un conflit dans le foot amateur. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, il faut davantage communiquer autour de ces sujets-là, sensibiliser, mobiliser mais les ça, gens. on le fait beaucoup, Herman. Non, on peut pas communiquer plus que ça. La nuance, c'est quoi ? C'est que, en fait, le football, le sport, de manière générale, est un véritable levier de lutte contre les discriminations et le racisme, y compris de l'inclusion. Paradoxalement, on a une minorité qui peut poser des problèmes, parce qu'il faut bien le dire. Parce qu'on a parfois l'impression que le football, c'est le lieu où il y a plus de racisme qu'ailleurs, alors que c'est tout l'inverse. D'ailleurs, absolument. Ce qui est paradoxal dans cette affaire, c'est que précisément la sensibilisation fonctionne, et pour cause, on est beaucoup plus sensible. Oui, non mais Parce que ce qui s'est passé avec Mike Maignan l'autre jour se passait dans le passé dans beaucoup de stades. Moi, je l'ai vu en Espagne, je l'ai vu en France, je l'ai entendu dans beaucoup de matchs. Je l'entends encore maintenant. Beaucoup moins de réactions. Parfois, je ne sais plus qui disait ça, mais parfois, effectivement, d'abord, tu notais, tu te remarquais pas, tu te demandais ce que c'était que ces cris, puis finalement, tu finis par comprendre. Tu te rends compte que maintenant, tu es capable de les identifier, tu es capable de réagir tout de suite. Et on voit bien. On a beaucoup avancé. On a beaucoup avancé. Alors, c'est paradoxal, comme il y en a moins. Mais bien sûr, enfin, je sais pas s'il y en a moins, mais comme on fait beaucoup plus attention, on est peut-être beaucoup plus sensible. Du coup, on a l'impression qu'il y en a aussi beaucoup plus. Non, mais il y a surtout que, Daniel, tu as dit quelque chose, la réaction. Parce qu'en fait, quand je disais sensibiliser, c'est plus sensibiliser les gens aux réactions. C'est pas... Parce que, en fait, tout le monde rejette, parce qu'on voit très bien l'émoi que ça cause, mais en réalité, quand ça se passe dans le stade, sur le coup, il y a très peu de gens qui s'élèvent et qui disent non, ou alors qui pointent du doigt ceux qui font ça. Et donc, la question aujourd'hui... Mais tu veux dire quoi, dans la tribune ? Ah oui, bien sûr. Mais dans le stade, de manière générale, que l'écosystème, cette sensibilisation au refus du racisme, c'est-à-dire qu'au refus de ces phénomènes, que tout l'écosystème, aujourd'hui, ce que d'ailleurs je voulais vous remercier, parce que souvent, il n'y a pas beaucoup d'émissions, beaucoup de radios qui prennent le temps d'en débattre en profondeur. Moi, j'aimerais être concret, Herman. Oui. Tu seras d'accord avec nous pour dire qu'il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été menées sur qu'est-ce qu'il faut faire et que quand finalement on s'est arrêté pour trouver que c'était efficace, la solution identification-exclusion, on trouve que c'est, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, plutôt une bonne idée dans la mesure où il est désormais très facile d'identifier et d'exclure. Ce que j'ai dit dimanche quand je suis venu, ça s'était passé la veille ou l'avant-veille, je ne sais plus. Si le club de l'Udinese, dans les 3-4 jours, n'a pas identifié, n'a pas chopé les gars, ça veut dire qu'eux ont très mal travaillé. Et que donc, ils collaborent très mal sur la cause. Or, on a appris très vite qu'ils en avaient chopé un. Là, Nico, tu viens de nous dire qu'il y en a 4 autres. Bien sûr. Ça j'aime ça. J'aime qu'on chope le gars et qu'on lui dise tu ne remettras plus jamais les pieds dans un stade. C'est même la vraie solution. Parce une que des vraies solutions. L'histoire du huis clos, moi, on ne m'enlèvera pas de la tête que ce n'est pas une solution.
Parce que c'est la seule qui est disponible dans le mais règlement oui, mais de si la LFP. t'as 90% du stade et Bien des sûr. gens Non, qui c'est se comportent bien, C'est la seule que tu Thibaut. peux prendre immédiatement parce que l'administrative, donc la commission de discipline peut se prononcer tout de suite. Donc sur le coup de l'émotion, qu'est-ce c'est que ça va important. faire Non, changer non, mais ça change rien, mais ça simplement, changera il faut rien. comprendre pourquoi les impasses dans lesquelles on est. À mon avis, il y a un sujet qui n'est pas abordé d'ailleurs dans le rapport qui a été remis là. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale qui J'ai parle été auditionné effectivement- dans oui, qui a dans été cette auditionné. commission. Il y a donc on parle de prévention, on parle d'éducation, on parle de répression, mais il y a un sujet qui n'est pas abordé à mon avis, qui n'a pas été abordé à ma connaissance dans les auditions, en tout cas qui n'est pas abordé dans le rapport, qui est la question du lien qu'il y a entre les réseaux sociaux et les tribunes. Il y a un lien direct, notamment dans les manifestations de racisme. Il y a même un rapport de l'Arcom qui est sorti hier soir. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, oui, Il oui. dit que sur la totalité des utilisateurs de réseaux sociaux, et notamment de contenu sportif, plus de 40% publient des messages négatifs. Et dans ces 40%, la moitié des gens considèrent que c'est normal de publier des contenus négatifs parce que c'est la rançon de la gloire, en quelque sorte, des gens connus. Oui, mais Donc ça veut dire qu'il y a un lien direct entre on le voit dans les phénomènes de foule, on le voit dans ces phénomènes d'une poignée de personnes, 3, 4 personnes, parfois 10, parfois 20, qui paralysent toute une foule. Oui, mais ça, c'est encore un autre débat. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Si, mais C'est la même la chose question, parce que c'est l'impunité de la foule. Et c'est le même Oui, mais mécanisme. le mécanisme que Daniel dit, c'est ce que effectivement moi j'ai mis en place, c'est-à-dire que les sanctions ne peuvent pas être collectives. D'abord, c'est humainement injuste de pouvoir Bien sûr. sanctionner Bien sûr. tout un stade, même toute une tribune. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? On sait on est parti sur la base qu'il y a une minorité qui pose problème. Et ça, on est bien d'accord. Et donc, à partir de ce moment, on a les moyens, et je dirais même assez largement, pour identifier. S'il y a une volonté. Là où moi j'ai un problème, c'est que, et j'avoue une incohérence, c'est que autant si un joueur prend une bouteille sur la tête, je comprends qu'on arrête le match parce que le joueur, il est tout bonnement handicapé Physiquement. Physiquement. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'un joueur qui prend une insulte raciste, est-ce qu'on estime qu'il est atteint humainement et que donc il est plus en état de jouer? Et est-ce qu'on arrête le match? Et là, j'avoue que moi j'ai un blocage là-dessus. Mais J'avoue que j'ai même une incohérence. Je suis de ton avis. Pourquoi? Parce que en voulant sanctionner tout le monde, on crée des fausses solidarités. Vous imaginez, vous n'avez rien fait. Vous venez voir un match de foot avec la famille, avec vos enfants, etc. Et vous avez une minorité de 2, 3, 4, 10 individus qui posent un problème et on arrête le match, alors que parfois vous organisez un match, vous partez de très loin, vous faites mais c'est toute une organisation, c'est un bonheur. Juste une chose pour en revenir à ce que tu disais Thibaut sur la sanction collective. Vous savez, moi j'avais fait un livre sur le foot et le racisme d'ailleurs, et j'avais notamment rencontré Nathalie Boilet de la Tour lorsqu'elle était encore présidente de la Ligue, et il y avait eu un cas notamment de suspicion à Dijon, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Balotelli. C'était le cas. Et moi la question que j'avais posée à Nathalie Boilet de la Tour, c'est pourquoi sanctionner un stade à huis clos en entier? Pourquoi sanctionner d'ailleurs un club quand il y a un acte raciste qui est commis par une personne? Elle a dit une chose qui était très intéressante, elle dit tu feras attention que rares sont les sanctions qu'on prend vis-à-vis des clubs à une seule condition, c'est que le club ne collabore pas. Et là je reviens à l'exemple de l'Udinese, elle dit si le club demain ne fournit pas ne fait pas le travail nécessaire pour identifier les fauteurs de troubles, on va sanctionner le club. Et qu'au préalable, il y ait les caméras pour que tout soit visible. Mais là, en l'occurrence, l'Udinese et les Célestes, s'ils ont identifié... J'irai même plus loin, si le club met les moyens. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a des clubs qui mettent le moyen. Je vais prendre l'exemple d'un club que moi je connais très bien, qui est le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, qui met beaucoup de moyens pour identifier, pour que les matchs se passent très bien au Parc des Princes. Ce qui ne veut pas dire, qui ne garantit pas qu'il ne peut pas y avoir un problème. Là où il y a un souci, c'est lorsque le club ne collabore pas et ne met pas les moyens pour trouver des solutions. Et à partir de ce moment, là où je suis contre, c'est les sanctions envers des clubs qui font des efforts. Ouais. Parce que la prime ne peut pas être la même. Tu fais pas, c'est le même tarif. Parce qu'à un moment donné, c'est un message que vous envoyez aux clubs qui font des efforts et qui mettent des moyens pour identifier. On est dans une impasse à partir du moment où on n'arrive pas à... On est coincé dans cette, à mon avis, cette fausse opposition entre sanctions collectives et sanctions individuelles. C'est une fausse opposition parce que les deux sont nécessaires à des échelles différentes. Tu viens de l'expliquer, Nico, très bien. Les deux sont nécessaires. Il faut bien comprendre la logique de chaque type de sanction. Mais il me semble qu'il y a un troisième élément qui n'est jamais abordé. Je reviens sur mon histoire, c'est que c'est un problème d'identification parce que les personnes qui font ça sont souvent membres de groupes ou sont pas leur toujours. Oui, non, mais ils sont souvent. C'est pas. Mais tu peux quand même les identifier, Thibaut, non? Là où je veux en venir, donne l'exemple par exemple de le championnat espagnol. Ils ont fait quelque chose d'intéressant. Ils ont fait un système de
monitoring, c'est-à-dire de recensement sur les réseaux sociaux par une intelligence artificielle, de système de modération, mais surtout un système de repérage sur chaque match et de monitoring de la haine en ligne. Ça va au-delà de la question du racisme. Oui, bien sûr. Donc ça leur permet de mesurer sur chaque match la possibilité éventuelle qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire que déjà en amont, tu prépares et tu as des outils pour ça, tu as des outils technologiques qui peuvent servir aussi à ça. Parce que moi, quand je lis le rapport, il est très intéressant. Mais si la réponse c'est faire une commission, je ne pense pas que ce soit très utile de passer autant de temps autour une commission. Il faut faire une nouvelle instance, une autorité administrative indépendante qui va résoudre le problème d'éthique, créer une nouvelle loi, faire un nouveau règlement. Je ne crois pas. Je ne suis pas certain que ce soit indispensable. Il y a en revanche, il y a des outils qui sont modernes, qu'on peut utiliser dans plein de domaines, qu'on utilise dans le marketing, qu'on utilise sur Netflix, qu'on utilise sur Instagram, mais on ne les utilise pas pour lutter contre la haine en ligne. Donc, il y a des choses qui sont quand même simples. Herman, toi, tu sais ça parce que tu vas dans tous les stades, même si tu bosses beaucoup au parc, avec Sportitude, vous avez tout fait. Il y a quand même des choses, il faut être un petit peu concret. Les clubs ont l'obligation d'être équipés pour voir tout ce qui se passe dans un stade. Et ça vaut également pour la violence entre supporters, pour gérer les groupes et tout. Les clubs, par le biais de leurs référents, de la façon dont ils nouent le dialogue avec les associations de supporters, un club est capable, et je crois que la plupart, ils connaissent quasiment tous leurs supporters. Les leaders d'associations, ils savent comment ça se passe. Et là, ce qui s'est passé, c'était en Italie, alors qu'on parle en France. D'ailleurs, on aurait dû commencer par ça. Un bilan, est-ce qu'en France, on a ce genre de choses comme ça s'est passé avec Maignan? J'ai l'impression que c'est devenu rarissime, fort rarissime. Là-dessus, on a beaucoup éradiqué ça. Sauf que dans le rapport, on dit même qu'on n'arrive pas à le chiffrer. Non, Daniel, il y a un des problèmes, c'est qu'on n'arrive justement pas à être objectivé. On ne sait pas combien il y en a en France. Ça, c'est un des problèmes. Mais parce qu'il n'y a aucun travail qui est fait. Il y a aucun travail ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'arrive pas à faire un diagnostic d'abord. Oui, mais le seul travail de recensement, c'est l'organisation FAIR qui l'a fait. Voilà. Non, mais moi, je l'ai fait. La dernière étude, c'est 2017. On est d'accord que les clubs peuvent savoir, parce qu'ils connaissent les gars qui viennent dans leur stade, qu'il y a... Qui font les déplacements. Qui font les déplacements, exactement comme le cas des Lyonnais qui étaient au Vélodrome. On savait depuis des années. Donc, c'est que parfois, il y a également des failles du côté des clubs qui se laissent un petit peu dominer sur les ailes extérieures mais je vais vous donner un exemple. Par des associations. Je crois qu'on a tous vu le match OL-OM de l'année dernière, où il y a eu une vidéo qui est passée où un groupe de jeunes que nous avons reçus et qui ont déposé plainte aujourd'hui, qui ont été violemment attaqués. C'était des jeunes blacks qui ont été violemment attaqués par un groupe, je précise bien, un groupe de supporters lyonnais, parce qu'ils ont juste manifester le but. Je ne sais pas si vous vous rappelez des conditions du match OL-OM qui a été... Le but de l'OM a été marqué à la dernière seconde et il a juste exulté, enfin, il a manifesté le but et il a été lynché. Et cette vidéo, elle a été tournée sur les réseaux sociaux. On demande, hey, sale négro, tu vas rentrer chez toi, etc. etc. Ouais, on a eu et aujourd'hui, et pour tout vous dire, c'est-à-dire c'est les caméras. On voit quand même le nouveau stade de l'OL, c'est quand même le stade le plus équipé en caméra, en vidéo, en image. Mais au moment où je vous parle, ça va faire 1 an, le prochain match a lieu dans 1 semaine. Mais l'affaire n'a pas encore été audiencée, il n'y a pas eu de sanction pour l'instant. Et les images, parce que nous avons demandé quand même et que les images soient remises, parce que les clubs doivent coopérer dans ce genre de cas. D'ailleurs, ce qui a permis l'affaire de Marseille, et que vous êtes au courant, et que Daniel, tu l'évoquais, et que les supporters qui ont été identifiés ont été condamnés, ils ont été audiencés, l'affaire est passée la semaine dernière, et ils ont été condamnés. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a eu beaucoup de volonté de la part de l'OM, parce que ces images ont été fournies, les clubs ont coupé. Il fallait que le club dépose plainte aussi. Pendant longtemps, le club ne déposait pas plainte. Alors, c'est que le club, s'il ne dépose pas plainte, au moins qu'il se constitue partie civile. Et contre ces supporters, il y en a beaucoup. Et c'est là où je te rejoins, Daniel. C'est qu'il y a cette complaisance qui fait que beaucoup de clubs ont du mal à sanctionner leurs propres supporters et même à condamner leurs propres supporters. Et c'est la même chose en dehors du racisme, c'est la même chose pour les violences. Hein. Ah, mais bien sûr. Les bastons, mais tout ça, on sait tout de suite que la réaction des dirigeants, c'est de dire ah non, mais c'est pas vraiment eux, mais ils ont été provoqués par là. Souvent, ils défendent. Et ils vont même jusqu'à défendre parfois des assos qui sont border. Ils ont même, en fait, il y a une réaction corporatiste presque, je dirais, lorsque on dit, ben oui, il y a des supporters lyonnais. Il ne s'agit pas de pointer le club de Lyon, mais on ne peut pas les appeler autrement que des supporters d'un club. Oui, on est obligé de mettre le nom. Clairement des voilà, on est obligé de mettre les noms. Mais ça ne veut pas dire qu'on pointe le club. Il y a une réaction presque épidémique, corporatiste, qui vise à dire ah mais non, on n'a pas de problème dans notre stade.
On poursuit le débat dans un moment. On a un peu touché le sujet du doigt il y a quelques instants également, mais tu parlais tout à l'heure, Herman, de prise de conscience de la part finalement des gens qui sont dans le stade autour des agisseurs de ces troubles, de ces délits même d'ailleurs. Et on a eu un exemple le week-end dernier en Coupe de France, en France, des supporters de Lille qui ont condamné sur les réseaux sociaux notamment ce qui s'était passé lors du match à Chambly face au Racing en Coupe de France. On avait déjà eu les sifflets contre ceux qui sifflaient. Ouais. On avait déjà eu une sorte de manifestation d'hostilité. Et là, les Lillois ont dénoncé les Lillois finalement. Oui, ça avait existé. Là, c'est encore un autre pas. Oui, c'est cet esprit que je disais tout à l'heure quand je disais de sensibiliser non pas à la question du racisme, mais surtout à ne plus accepter. Parce qu'on est nombreux, on est même très, très majoritaires à ne pas accepter, à ne pas vouloir ces phénomènes dans un stade. Mais comment le manifester, comment le faire? Parce qu'en réalité, souvent, des gens ont peur. Bien sûr. On l'a trouille. Tu es avec tes gosses et que Voilà. Flo racontait très justement la semaine dernière avec son expérience avec ses enfants, avec son fils à Rennes. Moi, ça m'est arrivé aussi. C'est une des raisons pour lesquelles je ne vais pas au stade avec ma fille aussi. Mais voilà. Je ne veux pas entendre ça. Et donc pas voilà, qu'elle entende Thibaut, ça. ce qu'il lit, ça se traduit. Très clair. Quoi. Voilà, ça se veux pas traduit le par dire. le silence. Mais par ça peut se passer dans n'importe quelle tribune. C'est pas que Ah la non, mais tribune ultra. c'est pour ça. D'ailleurs, j'allais élargir Vous ne aussi. savez pas sur qui vous tombez. Vous allez tomber sur un énervé. Il va vous répondre. Personne va vraiment vous soutenir si vous dites quelque chose. Et vous vous Absolument. retrouvez à perdre l'expérience que vous êtes en train de partager avec votre enfant Non, mais ou avec quelqu'un par passivité en fait. Oui, bien sûr. C'est la raison pour laquelle je crois que. Moi, je pense qu'il faut, pour tous les matchs, ce protocole qui doit être un peu diffusé de manière à ce que les gens n'acceptent plus que le voisin puisse délibérément tenir des propos racistes, antisémites, violents, etc., etc. Et parce que petit à petit, et ça prend du temps, parce que je crois qu'on est dans une vraie bataille culturelle dans le football. Soit c'est nous qui gagnons, qui avons cet esprit, qui voulons que ça se passe dans les meilleures conditions, que le football reste quelque chose de festif, de joyeux, et que certains éléments n'ont pas leur place dans un stade. Après, Et donc, il faut se donner les moyens pour gagner cette bataille culturelle. Parce que, au fond, qu'est-ce qui se passe? Il y en a beaucoup qui finissent par croire que ça fait partie du socle des valeurs du football. Parce que vous arrivez tout jeune, vous ne voyez que ça, vous n'entendez que ça. Vous ne connaissez que ça. Et on ne peut pas vous demander du jour au lendemain de reproduire quelque chose dont vous ne connaissez absolument pas. Parce que vous n'entendez que des insultes, vous n'entendez que des comportements qui sont totalement abjects. Et quelque part, vous les normalisez dans votre esprit. Vous les nommez. Moi, je l'ai vu, des gens, quand on les a pris en flagrant délit devant les tribunaux, ils disent, oui, mais moi, j'entendais ça, je ne savais même pas que c'était... Il y a des choses, je parle souvent ici de cette fameuse édito dans Philomac que j'avais lu, qui était excellent, l'histoire d'Alexandre Lacroix, qui va à la pâtisserie demander son dessert préféré pendant longtemps, qui était cette meringue au chocolat qu'on appelait la tête de nègre. La tête de nègre. Il raconte qu'il va demander sa meringue au chocolat. Il voit qu'elle a changé de nom, qu'elle s'appelle plus tête de nègre, mais meringue au chocolat. Il se dit, mais pourquoi elle a changé de nom? Moi, j'avais même jamais entendu en fait ce mot-là. Et au moment, il dit, je vais le dire quand même. Après tout, c'est mon dessert. Je peux dire, moi, je suis pas raciste. Je peux dire tête de nègre sans que ce soit raciste. Et je parle de mon dessert. Et en fait, il se dit qu'au moment où il le dit, il se rend compte que à ce moment-là, il est raciste. C'est au moment où il sait que la norme sociale a changé et que lui continue là-dedans, et c'est à ce moment-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les comportements racistes, les propos racistes sont variables en fait, et que les normes sociales varient, et que c'est ça qui est difficile à comprendre. On est en plein là-dedans, on voit bien qu'on a du mal à fixer la limite. On ne sait pas à partir de quel moment il faut intervenir, plus intervenir. Qu'est-ce qui fait partie du folklore et qui n'en est plus? Pendant longtemps, c'était du folklore, ça l'est plus. On l'entendait même pas. Oui, je disais, quand on parlait des chrétiens, j'en entendais même pas. Surtout qu'il prend différentes formes et qu'on s'arrête surtout, mais principalement trop souvent sur une seule forme. Et là, moi, je vais maintenant essayer d'élargir un petit peu le débat avec des questions dont on a souvent parlé, Herman. D'ailleurs, suite à Maignan, là, je t'ai envoyé un message, on a commencé à en parler. Et je voulais ton avis là-dessus et le vôtre également. L'émotion des joueurs après ce qui s'est passé autour de Mike Maignan, il est évident qu'on la comprend tous. C'est une sorte de combat universel avec lequel on sera tous d'accord. Par ailleurs, il y a quand même des choses dans ce milieu du foot qui, moi, m'interpellent de plus en plus, qui me gênent. On reproche à un public, que ce soit à Lille, à Lyon, à Oudiné ce week-end, une violence, parce que c'est clairement une violence. Et encore une fois, c'est un combat universel, on a raison de leur reprocher. Est-ce que ce public-là a face à lui des joueurs et un monde du foot qui peut se regarder dans un miroir tranquillement, et des joueurs qui n'ont pas beaucoup de choses, eux aussi, par rapport à ces combats-là, à se reprocher? Moi, c'est une question que je pose. Et il y a eu beaucoup de cas ces derniers temps qui m'ont interpellé. D'abord,
Bon, après, évidemment, le constat qui est fait, en tout cas moi je fais de notre société, où le rejet de l'autre, le repli identitaire, communautaire, il est de plus en plus présent. Et quand c'est pas encore pire, la défense des intérêts liés au business qui prévaut sur toutes les grandes valeurs qui devraient être universelles, là c'est encore pire. Je ne reviendrai pas sur l'épisode du Qatar l'année dernière et sur tout ça. Je reviens à ces fameux joueurs de foot qui sont tous émus quand il se passe ça autour de Mike Maignan, mais qui par ailleurs vont classer les discriminations, est-ce qu'il les touche ou ce qu'il les touche pas? À la limite, qu'il classe. On n'est pas tous touchés par les mêmes choses. Dans un monde totalement mondialisé, on n'a pas tous les mêmes sensibilités à des problèmes de société, même par rapport au racisme et à ces différentes formes de racisme. J'essaye d'être concret maintenant. Par quoi je commence? Il y a 2 semaines, je crois, tu dois être au courant de ce voyage qui a été organisé pour des anciens sportifs. Pas le CRIF. Voilà, qui était un combat contre toute forme de racisme, détaché. Et j'y étais invité. Détaché des combats et plutôt de l'actualité internationale du moment. Un voyage prévu bien avant. Bien avant un voyage à Auschwitz. On est dans un combat totalement universel puisque c'était. J'arrive. C'était présenté comme un combat contre le racisme. Plein de joueurs, d'anciens sportifs ont été contactés. Ceux qui ont répondu négativement, quasiment à 100%, sont les footeux. À part Sonny Anderson. Les anciens footeux ou les footeux en activité? Non, en activité, ils ne pouvaient pas y aller. C'est ça. Non, mais c'était des anciens sportifs. D'accord. J'ai entendu, je ne dirai pas les noms, j'ai entendu des propos d'anciens joueurs extrêmement connus qui se sont excusés de ne pas pouvoir y aller. Je t'assure que ça me donne envie d'abandonner tout ce genre de combat, tellement c'est affreux et dégueulasse. Et comment ils justifient alors? Alors, tu as ceux qui justifient, ouais, tu comprends le contexte actuel, c'est pas bon pour mon image. Le business, donc ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Un, ça, et l'autre, dans le contexte, je sais pas si ce sera bien vu. Enfin, de quel contexte on parle, pardon, là? On parle d'un combat, c'était pas sur une cause, c'était le racisme en général, avec visite d'un camp de la mort. De quoi on parle? Refus. Je l'ai dit, 95% des footeux. Le Variété Club de France a été contacté. Ils n'ont pas bougé. Le Variété Club de France. Non, ils n'ont pas bougé, le Variété Club de France. Ils n'ont pas bougé. Parce qu'ils ont peur du contexte et des réseaux sociaux. De quoi on continue? Je continue. Je continue. Parce qu'on classe les discriminations. Nous, on ne le fait pas. Je pense qu'autour de cette table, on n'a pas envie de s'amuser à classer. Mais on sait qu'il y a eu des combats récemment. Tu connais Johan Lemaire? Oui, bien sûr. Bon, la difficulté qu'il a quand il va parler aux jeunes dans les centres de formation, de l'homosexualité et de la façon dont il est traité. Oui, bien sûr. Pour des motifs religieux. Oui, bien sûr. Voilà. On a quoi encore? Il suffit de regarder la CAN, ce qui s'est passé autour des fausses accusations sur Walid Regragui. Ouais. Dégueulasse, parce que Regragui, mais même pas en rêve, la moitié d'un propos raciste, il aurait pu le tenir. Il fallait lire ce qui s'est passé sur Twitter, les commentaires en dessous, entre je veux pas appeler les courageux anonymes de défenseurs de Mbemba ou défenseurs de Walid et tout, mais c'était au-delà du racisme, tellement c'était dégueulasse, tout ce qui se disait. Je peux terminer, parce que je crois que tu es le premier à m'avoir dit autour de l'affaire qui s'est passée à Nice, autour de l'affaire Galtier. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé juridiquement, même s'il faudra expliquer, mais tu m'avais dit très vite, Herman, il ne se passera rien. Je te dis, pourquoi Herman, il ne se passera rien? Tu m'avais dit, parce qu'à partir du moment où on ne pourra pas prouver la discrimination, ce sera parole contre parole. Et je t'avais dit, Herman, ouais, mais tu sais qu'il y a quand même des joueurs qui ont parlé en off et qui n'arrêtaient pas de dire, quand arrivera le moment, on parlera. Le moment est arrivé, ils ont parlé devant les flics, mais derrière, ils n'ont rien dit. Il n'y a pas eu une plainte de déposée, il n'y a rien eu de fait. Ils se sont tous défilés. Pour quelle raison? Pour le business. Pour le business. Alors, ça, de ne pas être dans la sauce, je ne veux pas qu'on parle de moi, et je ne veux pas de ceci, cela. Donc, au bout d'un moment, moi, ce contexte global, je t'assure, moi, je t'admire pour ton combat, parce que dans ce monde du foot, le monde de toute façon, le monde de la lâcheté, il faut dire très clairement. Il y a une lâcheté, une hypocrisie générale qui me fait gerber. Moi, parfois, c'est pour ça, à chaque fois qu'on veut parler de ça, évidemment, quand il se passe ce qui s'est passé autour de Maignan, comment tu veux ne pas en parler? C'est tellement dégueulasse, ou quand le mec à Chelsea il avait pris des bananes, c'est tellement dégueulasse. C'est pour ça que moi, je dis toujours, identification, sanction, sors les abrutis. Sors les abrutis. Oui, mais j'aimerais que de temps en temps, on n'oublie pas de parler des acteurs qui sont d'une hypocrisie
absolue sur ces sujets-là, qui sont à choisir leur petit combat, quand ça les arrange, quand l'agent dit OK, quand ceci, quand cela. Moi, ça, on ne le dit pas. Personne n'en parle de ces choses-là. C'est absolument dégueulasse. Voilà. Mais Daniel, franchement, c'est mieux quand je te vois comme ça, il est en train de Parce que parler, moi aussi, je suis ému par rapport à tout ça. Alors Herman, tu voulais répondre hein, Oui, je voulais répondre à Daniel. d'abord sur l'affaire Galtier, parce qu'on en a effectivement beaucoup échangé, Daniel et moi. Je te remercie, Daniel, parce que dans sa recherche de la transparence et de compréhension du sujet, moi j'avais dit à Daniel que ce dossier, je l'avais dit, qu'il n'en sortira pas grand-chose ou rien. Pour la simple et bonne raison que nous avons eu accès à ce dossier, il était vide. Parce qu'il y a un tribunal médiatique, il y a ce qui se passe dans la réalité. Oui, mais il y a des joueurs qui ont parlé quand même. Oui, j'appelle tout ça médiatique. Le dossier, Herman, le dossier de l'équipe était quand même. Oui, mais il y avait des choses qui ont été dites par les joueurs. C'est tout ça, j'appelle ça médiatique, parce que la même. vérité judiciaire n'est plus la même. Tu peux pas La condamner preuve. quelqu'un s'il y a le moindre doute. Absolument, Voilà. absolument. Moi, C'est pour ça qu'il a été relaxé. moi, je m'en remets complètement. Moi, je m'en Ça remets veut pas dire que complètement ça à ce n'a que la pas eu lieu, justice a ça veut dire qu'il décidé. n'y a pas de Moi, preuves ce qui m'a étonné, permettent de dire. c'est alors parce que si on va par là, dans ces cas-là, ce qu'il faut qu'on me dise, c'est que les joueurs ont menti. Dans ces cas-là, dites-moi que les joueurs ont menti. Ou ils n'ont Parce pas que moi- assumé. Ou ils n'ont pas assumé. Non, mais Oui, l'un de ou deux l'autre. choses l'une, Nico. Ouais, mais On est oui. bien d'accord. Mais- Parce que, et on peut demander à plein de gens de la rédac et dans toutes les rédactions ce que les joueurs ont dit, comment ils ont Bien sûr, parlé, moi, je le et, savais, et moi on aussi. ira parler, et on dira ça, et on a assisté à ça. Et il y en a eu, parce que dans l'équipe, ils avaient relevé les témoignages. Oui, bien sûr. Et après, plus personne. C'est pour Ça ça que suffit je te pas, en dis. fait. Soit ils ont menti, et c'est très grave, parce que mentir sur le racisme, c'est également, je pense, Mais bien condamnable. On peut pas Soit ils instrumentaliser. se sont débinés, comme tu dis, Nico. Donc, on est là encore dans un problème Oui, d'hypocrisie mais- de ce milieu. Et oui, Voilà. c'est ce que je disais. Et Daniel, que de toute manière, ce qui compte, c'est la vérité judiciaire. C'est-à-dire Ouais. le dossier judiciaire, et que c'est pas tout ce qui est écrit dans les médias. Effectivement, soit il y a eu des propos et les gens ne l'ont pas assumé lorsqu'il a fallu parler devant la justice et devant la police. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit, ce dossier sera vide et il sera classé Absolument. parce que nous J'ai avons compris eu après accès. quand tu m'as expliqué. Voilà. Hmm. Et sur le voyage tel que tu es en train de parler, mais en fait, je l'apprends. Ce que tu es en train de... Je savais que ce voyage avait été organisé puisque nous travaillons avec le CRIF, l'UEJF et un certain nombre d'organisations antiracistes qui luttent contre l'antisémitisme. Et ce que j'en retiens, si tu me dis que, et je te crois, et que les joueurs, aucun joueur n'a voulu faire, mais je vais mener un peu ma petite enquête, même si je suis totalement... Je ne vois Tony pas... Anderson. Et que je vais me rapprocher du CRIF pour comprendre, essayer de comprendre pourquoi. Je peux avoir des explications parce que j'ai entendu... J'avais raconté qu'il y a un jeune artiste, il y a quelques années, voulu faire un clip contre l'homophobie. Plein de joueurs de foot avaient été contactés. Oui. Tous à la fin, refusés. oui. Tous. Mais le voyage à Auschwitz, moi je connais, c'est un voyage de mémoire qui permet de comprendre, qui est même à la fois une dimension historique. Absolument. De comprendre Combat qu'il y a universel, même... Avant tout, un fait historique. c'est- C'est un fait pas historique. symbole, C'était un fait politique, c'est un fait contre historique. toute forme de Et racisme. qui n'est pas Évidemment. on ne demande pas aux gens d'adhérer, de mener Absolument. le combat. C'est à la fois... Ah oui, c'était pas une validation de la politique, internationale d'Israël. C'était vraiment pas ça. On n'est pas du tout. Nous organisons assez régulièrement d'ailleurs ces voyages de mémoire, que ce soit en Afrique du Sud pour comprendre J'allais le dire, j'allais donner l'exemple de la prison de Nelson Mandela, bien qui est sûr. un voyage de mémoire mais très bien important. sûr, Bien même sûr. au Sénégal, pour comprendre effectivement tout ce qui s'est passé pendant la Absolument. traite négrière, parce que c'est des clés et des outils de compréhension qui permettent à la Ça jeunesse, s'appelle la et même, culture. ça Ça s'appelle la culture. l'enseignement. Je rappelle quand même que ce qui est terrible dans cette histoire-là, c'est que c'est un échec complet de la culture, c'est un échec complet de l'éducation, d'arriver à transformer un sanctuaire comme peut être le sanctuaire d'Auschwitz comme une sorte d'événement politico. Mais c'est une honte même, c'est une honte. On a peur des réseaux sociaux, que mais attendez, on parle d'un sanctuaire historique là. On parle pas d'une Ah, mais visite les gars, ils peuvent à perdre, Louis chez ils Louis pouvaient Vuitton. perdre 10 000 followers, ou à tu Gucci. comprends. Ah bah oui, Non, voilà, mais moi, c'est ça. alors, Mais ça, c'est la justement, culture des réseaux Juste pour sociaux. finir, Herman, parce que Alors, je sais que tu voulais- justement. je sais que tu voulais répondre à ce que disait Daniel. Et moi, j'en parlais en off avec Daniel aussi. Moi, quand j'ai écrit mon livre sur le foot et le racisme, j'ai eu plein de joueurs qui ont accepté de témoigner. Ouais. Et j'ai reçu des coups de fil d'agents me disant écoute, je suis désolé, mais tu vas pas pouvoir publier. Tu comprends, ça peut nuire à leur carrière, d'éventuels dirigeants pourraient ne pas aimer, d'éventuels sponsors non plus. C'est-à-dire qu'il y a aussi finalement, c'est pas bon pour le business. Mais je sais que toi, Peut-être, t'as mais un moi, peu peur de cet argument parce que oui. tu penses que ça peut cacher une réelle conviction voilà, derrière. moi, cet argument financier, d'image, etc., je peux bien l'entendre. Mais C'est un en fait, alibi, c'est un alibi. voilà, parce que ce que Daniel dit, c'est on est là, on est dans un domaine de la culture, de l'émancipation, de la compréhension qui est enrichissant.
Et dire qu'on n'y va pas parce qu'on va payer 10 000 €, j'y crois pas une seule seconde. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que anthropologique voilà, majeure. c'est soit C'est des honteux. gens, ils veulent cacher, ils veulent se réfugier, parce que effectivement, c'est difficile de démontrer que c'est parce qu'il veut pas payer 10 000 € qu'il fait pas Mais ce voyage. Ce qui est encore Et pire, en encore, fait. Mais ce qui est encore pire, C'est encore pire de dire j'y vais pas parce que j'ai peur de perdre là, 10 000 même €. moralement, Enfin, sur un plan intellectuel, un recul refuser d'aller de faire un voyage de mémoire pour la compréhension du monde, d'ouverture du monde, et dans certains sujets, des sujets qui sont contemporains et qui permettent aujourd'hui d'avoir un peu du recul, de la clé de la compréhension. D'ailleurs, je me pose la question, s'ils refusent eux, mais qu'est-ce qu'ils font de leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants Je sais pas. par rapport à ces sujets, par rapport à ces questions qui sont d'actualité, qui quelque part interpellent non seulement nous les adultes, mais surtout la jeunesse. Qu'est-ce qu'ils disent de leurs enfants? Parce que en La réalité, responsabilité des gens qui font croire à ces jeunes-là, à ces gamins-là, parce que j'imagine que ce pas des joueurs qui pensent à tout seuls. La responsabilité des gens qui leur murmurent à l'oreille ce genre de choses. Mais évidemment. Ces gens-là, ils doivent se regarder dans une Ah glace. Thibaut, je suis à 100% d'accord avec toi et que ces gens, c'est mortifère. Et c'est une honte, ça devrait. Mais Daniel, j'arrive même pas à comprendre que peut-être qu'il y a d'autres raisons qu'on saura un jour. On n'a pas ce genre d'idée Non, tout parce seul. qu'on pensait qu'on. Oui, je veux croire qu'on va quand même un peu dans le bon sens, mais bon, parfois, je sais pas, j'ai l'impression qu'on revient en arrière. Le repli sur soi est absolument terrible. Daniel, tu le disais, est absolument terrible en ce moment, mais partout dans le monde. Oui, hein, mais après, Daniel, tu le disais, et le but, c'est pas de comparer finalement ces actes-là, mais le fait est que nous, on est parti de l'affaire Maignan, qui est un délit, où finalement c'est quelque chose, c'est une expression manifeste d'un acte, d'un délit finalement, et que là, c'est des choses beaucoup plus tendancieuses, difficiles à prouver. Tu as pris l'exemple de l'affaire Galtier, l'exemple là du voyage qui est organisé, où certains ont décliné. Je veux dire, c'est pas des choses qui sont aussi. Nico là-dessus, c'est que c'est un peu la même affaire que l'histoire du brassard homosexuel. C'est que c'est difficile de condamner quelqu'un pour ce qu'il ne fait pas ou ce qu'il ne dit pas. Voilà. Parce que c'est pour ça que je te dis, c'est plus tendancieux. Là, en l'occurrence, moi je vous parle de témoignages où les types ont dit je n'y vais pas. En prétextant des trucs bidons. Alors que on le savait aussi qui était. Oui, voilà. Simplement, reprocher le pire, c'est qu'ils n'assument même pas une éventuelle idéologie ou une éventuelle pensée. Non, mais ça pour le peut. coup, Non, mais il faut dire des choses. Ceux qui ont argumenté. Moi, je pense que ça cache des choses. Ça cache des idées qui ne veulent pas assumer et que quelque part, parce que pour certains, lutter contre l'antisémitisme, les juifs, c'est un problème. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire des choses. Il ne faut pas avoir peur de dire des mots. Voilà, c'est aussi simple que ça. Herman Mbongue, secrétaire général d'SOS Racisme, président de Sportitude. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'être venu. C'était un plaisir. Tu es toujours le bienvenu. Et encore bravo. Franchement, je pense que ce n'est pas des sujets aussi simples. Ce n'est pas des sujets très simples. Mais le courage, mais en même temps, c'est pas nouveau, c'est pas un scoop. On ne veut pas juste dire c'est pas bien ce qui s'est passé dans un stade. Oui, évidemment que c'est pas bien. On combat tout le temps, évidemment qu'on combat. Ton chauffeur repère t'attend au milieu de la route. On aime bien essayer d'aller un petit peu plus loin. Et le monde du foot, il est pas vraiment très propre malheureusement. Alors il t'a pris un. Et il est le reflet de notre on a quoi comme chauffeur du coup Bravo à vous. Voilà. Il parle russe. Bon retour. Essayez de trouver un Uber sympa. Non mais c'est pas moi, c'est Jérôme. Il faut demander à Jérôme.